Oui, je vais essayer d'être très, très rapide. D'ailleurs, la manière dont le temps de parole est géré sur ce panel ressemble un peu à la discussion sur le pacte de stabilité au Conseil ECOFIN, c'est-à-dire qu'il y a des limites et ensuite chacun vient en disant oui mais moi c'était bien, c'était de la bonne dépense, c'était très utile et à la fin chacun fait ce qu'il veut. Bon, je passe. Donc, non, mais avec Agnès donnant de la flexibilité. Non, sur la courbe de Phillips, ce qu'a dit Daniel est très intéressant. Je ne suis pas entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une courbe de Phillips. Je ne pense pas que la courbe de Phillips soit plate. Elle n'est pas plate. Quand on la réestime sur la zone euro, elle est même plutôt assez pentue, en fait. Enfin, on a des grands débats sur la courbe de Phillips. Je ne pense pas qu'elle soit plate. Mais en revanche, et là où je suis d'accord avec Daniel, et c'est un sujet de politique économique très important, la courbe de Phillips, telle qu'elle est estimée traditionnellement, estime mal l'inflation. L'inflation est beaucoup plus faible que ce que les courbes de Phillips traditionnelles prévoiraient, donc ça c'est un mystère. En revanche, lorsqu'on réestime une courbe de Phillips avec une définition plus large du chômage, c'est-à-dire non pas le chômage tel qu'il est publié par Eurostat et qui est à 9% dans la zone euro, mais une définition large qui inclut le temps partiel contraint, les emplois à durée déterminée, enfin toutes les formes flexibles de travail, ce que l'INSEE a toujours appelé le halo autour du chômage. Hein, je me souviens que l'INSEE a toujours dit ça. Quand on le fait au niveau de la zone euro, on trouve que cette définition large du chômage est à 18% et pas à 9%, donc c'est déjà important et grave. Et la courbe de Phillips est beaucoup mieux estimée. Autrement dit, on retrouve le lien avec l'inflation. On explique la faiblesse des pressions salariales et une partie de la faiblesse de l'inflation aujourd'hui dans la zone euro par le fait que même s'il y a beaucoup de création d'emplois, ces emplois sont des emplois flexibles, précaires. Et donc c'est aussi un sujet macroéconomique et pas seulement un sujet microéconomique. Et donc des inégalités. Et donc qui implique des inégalités. Mais ça a aussi des conséquences macroéconomiques, y compris pour la politique monétaire, dont on tient compte. Deuxième remarque sur la dette. Bon, on pourrait en parler très longtemps. C'est fascinant que sous ce débat soit à la fin se résume à un débat sur R-G, parce que c'était ça un peu les remarques de Daniel. Et sur la dette, j'ai pas de désaccord analytique avec Thomas. Enfin, je pense que la description de la dette, du défaut sur la dette comme étant une forme de redistribution, enfin une manière de faire les transferts, je pense qu'elle est très juste et importante parce que c'est souvent oublié dans le débat public. On a l'impression que faire défaut sur la dette, c'est un moyen magique de se débarrasser des problèmes. Non, il y a des gens qui payent, bien sûr. Donc la question, c'est qui, comment, etc. Je suis un peu moins enthousiaste que Thomas sur le défaut. Les restructurations de dette, ça a toujours existé et ça existera toujours. La dette de la Grèce a déjà été rééchelonnée 2 fois, une fois vis-à-vis du privé, une fois vis-à-vis du public. Elle le sera, je l'espère, une 3e fois. On a passé 8 heures à l'Eurogroupe hier soir pour essayer d'y arriver et on n'y arrive toujours pas. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas la BCE, c'est les ministres des Finances qui manifestement n'y arrivent pas. Mais il y a un engagement vis-à-vis de la Grèce de rééchelonner une seconde fois les échéances publiques vis-à-vis de la Grèce. Et dans le cas de la Grèce, c'est indispensable. Donc ce rééchelonnement est indispensable et la BCE le soutient. Et ça fait partie des conditions pour que l'économie grecque redémarre, même si c'est difficile politiquement. En revanche, j'ai 2 bémols. Le premier bémol, c'est que je pense qu'on contrôle mal les effets redistributifs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, en fait, qui va payer à la fin. Et je donne un exemple dans un domaine qui est plus proche du mien, qui est celui qui est le domaine financier. On a, grâce à l'union bancaire, des règles dites de renflouement interne, de bail-in des banques, qui disent que quand une banque n'a pas assez de capital et quand il y a un soutien public, on fait d'abord payer les actionnaires et les créanciers obligataires. Donc c'est une forme de restructuration de la dette appliquée au secteur bancaire. Ça a été voté dans l'enthousiasme par le Parlement européen et tous les parlements nationaux qui se sont dit on va faire payer les banquiers, c'est formidable. Et dès que les premiers cas d'application arrivent, ça devient très compliqué parce qu'on se rend compte que les détenteurs de dettes juniors italiennes, c'est des retraités italiens, c'est pas des hedge funds, c'est des retraités italiens, c'est eux qui vont payer, et ainsi de suite. Et c'est des effets qui n'avaient pas été prévus. Donc je pense que ces règles-là sont bonnes et doivent être gardées, mais il faut faire attention à protéger ou à limiter les effets qui ne sont pas les effets attendus, là, qui ne procurent pas les bonnes incitations. Donc c'est une illustration pour montrer que ces effets redistributifs sont mal contrôlés et d'une certaine manière moins bien que quand on augmente tout simplement les impôts pour redistribuer. Donc je pense que c'est quand même plus simple d'avoir un débat sur la structure de la fiscalité au Parlement où on va augmenter les impôts à un endroit pour faire de la redistribution ailleurs. Je trouve que là on contrôle mieux les effets. Mais bon, c'est un bémol. Le deuxième bémol, c'est que la meilleure manière de réduire la dette, c'est la croissance. Donc d'une certaine manière, tout ce débat sur les restructurations des dettes, c'est un peu en creux
le constat d'une forme d'échec sur la croissance en Europe. Et je préférerais qu'on passe plus de temps, pas ici, mais au niveau politique, dans les enceintes décisionnelles, pour parler des manières de créer, d'augmenter la productivité globale des facteurs, le taux d'emploi, l'investissement dans les bons secteurs, l'investissement dans l'éducation supérieure, de manière à augmenter le taux de croissance de long terme dans la zone euro, plutôt que d'aller tout de suite dans un débat sur la restructuration des dettes, qui est, pour moi, une forme d'échec politique. Et la troisième remarque, qui est plus d'un point de vue financier, c'est qu'on a besoin de la dette publique comme matière première qui fait fonctionner le système financier. Il y a toute une littérature macroéconomique que Daniel connaît bien sur les safe assets, hein, le rôle des actifs sûrs dans le fonctionnement du système financier mondial et européen. Et si on rend toute la dette risquée, on n'a plus cette matière première qui permet de faire fonctionner le secteur financier. Et il y a un très beau livre de Gary Gorton, très convaincant, qui explique que le pire, c'est d'avoir un actif financier qui a l'air sûr, mais qui en fait n'est pas sûr, qui était le cas des fonds monétaires américains, et qui pourrait être le cas de la dette publique si on va dans cette direction. Et c'est un livre qui a un titre magnifique, qui est Slapped in the Face by the Invisible Hand. Voilà, très beau titre. Giflé par la main invisible. Il explique comment ces marchés-là se sont effondrés en 2007. Et donc, si on va dans cette direction-là, c'est-à-dire si on rend la dette publique défaultable, susceptible de faire défaut, il faut aussi inventer un actif sûr qui va permettre de financer le système. Je n'ai pas d'avis là-dessus, ça peut être les blue bonds dont parlait Daniel, ça peut être autre chose, mais on ne peut pas faire l'un sans faire l'autre, de mon point de vue. Merci Benoît. Thomas, 2 minutes. Alors, moi je partage évidemment la préférence de Benoît pour le financement des dépenses publiques par l'impôt plutôt que par la dette sur laquelle on fait défaut ensuite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, ce que montre l'histoire, c'est que des fois, quand on a accumulé une quantité de dette d'un niveau tel que juste le rembourser par un flux régulier d'impôts et d'excédents primaires, oui, ça marche. C'est juste que les leçons de l'histoire montrent que ça peut prendre vraiment très 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 longtemps. Moi, je dis ça, c'est pas pour compliquer la vie. Je veux pas être méchant. C'est juste que voilà, c'est ça qu'on observe dans l'histoire. Donc après. Évidemment, il faut augmenter la croissance. Et c'est bien pour ça qu'on ferait mieux de consacrer plus d'argent à investir dans la formation et dans l'enseignement supérieur que ce qu'on repaye en intérêt de la dette, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais même avec la meilleure politique du monde pour augmenter la croissance, on va pas retourner aux 5% les 30 glorieuses. Donc si on fait 2%, et si on n'a pas d'inflation du tout, je dis juste que réduire une dette de 100% du PIB ou supérieure à 100% du PIB dans un certain nombre de pays d'Europe du Sud, c'est mathématiquement très 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 long et je pense trop long. Donc après, toute la difficulté sur les stratégies rapides de réduction de dette, c'est évidemment d'être crédible sur le fait qu'on ne va pas le refaire tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Que nous montre l'histoire là-dessus? Je crois que surtout s'agissant de l'Europe, il y a quand même une leçon importante, c'est que l'Europe, à nouveau, s'est construite dans les années 50 sur l'annulation des dettes du passé. C'est-à-dire que, à nouveau, l'Allemagne en particulier a vu sa dette réduite en moins de 10 ans, de 200% du PIB à 20% du PIB. C'était pas une dette de guerre, évidemment. Là, c'était une dette de reconstruction. C'est-à-dire qu'entre 1945 et 1953, l'Allemagne a besoin de financer la reconstruction. Le système fiscal marche mal, aussi mal que le système grec aujourd'hui. N'arrive pas à faire payer. Donc, accumule une dette interne, externe considérable pour financer ses dépenses. Et après, en 1953, en 1955, on dit, bon, attendez, est-ce que ce serait raisonnable, cette dette de 200% du PIB, de la rembourser avec 1, 2, 3% du PIB d'excédent pendant les 50 prochaines années? Parce que c'est ça le temps que ça aurait pris, on y serait encore. Et le choix qui est fait est un choix contraire de dire non, on va essayer de faire ça vite. Alors ça se fait en partie de façon organisée, avec des prélèvements exceptionnels sur le capital privé. Donc là, à nouveau, c'est fiscal, sauf que c'est un prélèvement, c'est quand même un peu one shot, quoi. On est un transfert direct de patrimoine privé pour réduire la dette publique, qui est la meilleure façon civilisée de procéder. En pratique, on a du mal souvent politiquement à assumer ça, donc c'est quand même bien d'avoir un petit peu d'inflation, et 3 ou 4 ou 5, c'est un peu mieux que 0 ou 1 ou 2, et pendant 10 ans, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, oui, non, mais 2 c'est bien, mais là on était à 0 ou 1, ça allait, 3 ou 4 ça peut peut-être aller aussi. Enfin, je veux dire que 2 c'est pas un chiffre magique, on l'a vu ces dernières années. Donc je crois qu'il faut regarder ça tranquillement. Je veux juste très rapidement, Daniel exprimait le point de vue que du point de vue de la France, tout va bien. En gros, on a 2% du PIB d'intérêt de la dette par an, les taux d'intérêt sont bas, la dette publique est élevée, 100% du PIB, mais les taux d'intérêt sont bas, donc tout va bien. Et je comprends évidemment, Daniel, ton point de vue. Sauf que cette attitude franco-allemande de dire nous, pour nous, tout va bien,
on est du bon côté de la barrière, on a des taux d'intérêt quasi nuls. C'est une attitude que je comprends, mais qui, si on regarde la zone euro dans son ensemble, ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'on a des pays en Europe du Sud qui, eux, ont atteint des niveaux d'endettement public qui sont très au-dessus de 100% du PIB, qui ont des taux d'intérêt qui restent très substantiels, des charges d'intérêt de la dette. En Italie, on est encore à 4%, 4,5% du PIB chaque année d'intérêt de la dette, alors que le budget total des universités italiennes, c'est 1% du PIB. Donc moi, je veux bien qu'on continue comme ça pendant 50 ans. Enfin, tout le monde parle d'économie de la connaissance, d'innovation, etc. Ok, super, mais quand on prend 4 fois plus d'argent du contribuable à se repayer à nous-mêmes les intérêts de la dette que ce qu'on paye dans les universités, est-ce qu'on parle sérieusement d'économie de la connaissance? Quand on a un budget de l'enseignement supérieur en France par étudiant qui a baissé de 10% au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire qu'il a été maintenu, il a augmenté légèrement, sauf que le nombre d'étudiants a augmenté de 5%, donc on investit aujourd'hui en France 10% moins par étudiant qu'il y a 10 ans. Et on est là, économie de la connaissance, innovation, productivité. Ouais, génial, d'accord, mais bon, à un moment, il faut quand même regarder un peu ce qu'on fait. Et donc voilà, l'idée de... Voilà, on continue comme ça, tranquillement. Je crois que... Bon, et j'ajoute quand même techniquement que les 2% d'intérêt de la dette actuellement en France, bon, c'est quand même 2 fois le budget total des universités et des établissements supérieurs, donc c'est pas... Oui. Alors, deuxièmement, l'inflation, on sait qu'il y a un risque qu'elle reste en dessous de 2%, pour l'instant on n'y était pas. Tu disais, les taux d'intérêt, on ne sait pas comment ils vont évoluer, mais ce serait quand même assez étonnant que sur plusieurs décennies, dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, quand tu as un stock de 100% du PIB de dette publique, que la charge d'intérêt soit limitée à 1 ou 2%, moi je pense que assez logiquement, ça devrait plutôt remonter vers un peu au-dessus de ça, 3 ou 4, ou je ne sais pas, enfin des montants plus substantiels. Et je te rappelle aussi, et tu dis, dans ce cas-là, R égale G, donc pas de problème, on n'a pas besoin d'excédent primaire. Très bien, sauf qu'il y a quand même un traité budgétaire en 2012 qui dit que l'excédent secondaire doit aller à 0,5% du PIB, en dessous de 0,5% du PIB, ce qui veut dire qu'il faut un excédent primaire de 2 ou 3 points pour atteindre ça. Alors on peut dire on n'en a rien à faire, c'est un traité de plus qu'on a signé et ça n'a aucune importance. Moi je pense quand même que c'est important de mettre les traités et les règles en accord avec ce qui semble être la bonne stratégie, et ce n'est pas le cas actuellement. Bon, alors Daniel, prendre de l'argent aux retraités italiens pour donner aux universités italiennes, je dois dire qu'on a quand même un conflit d'intérêts sur cette table ronde. Daniel. Étant moi-même retraité italien, tu veux dire Non, mais je suis désolé Thomas, mais la charge de 2%, elle est nominale, il faut soustraire l'inflation. Donc en admettant que l'inflation soit à 1,5, il reste 1 ou 0,5 points de PIB. Et franchement, alors en Italie, ils ont je rappelle juste qu'en France, donc, on va parler quand même de la France d'abord, puisque en France, on a un déficit. En France, non mais pour le raisonnement, en France, on a un déficit encore primaire, c'est-à-dire on est à moins 1%, donc on n'est pas du tout lié à une contrainte budgétaire qui nous obligerait à faire ceci et cela. L'Italie, il y a 2 problèmes en Italie. Ils ont une dette plus élevée que nous à 130%. Ils ont un excédent primaire, c'est vrai, de 1,5%. Le problème de l'Italie, c'est qu'ils ont un spread par rapport à nous, c'est-à-dire un taux d'intérêt supérieur au nôtre d'environ 1,3 points de PIB, donc 1,3%. Donc là, il y a en effet une pathologie que tu entretiens d'ailleurs d'une certaine manière en expliquant que les Italiens vont terminer en répudiant leur dette. C'est sûr que là, pour le coup, il y a un moment où si on pense... Non, mais c'est si on pense... Non, mais parce qu'il y a deux manières de raisonner. Soit on dit la dette est un problème et à ce moment-là, on dit il faut la répudier ou alors il faut de toute urgence la consolider. Soit, ce qui est ma position et je crois que je peux le démontrer, on explique que la dette n'est pas un problème parce que les taux d'intérêt sont faibles, très significativement inférieurs à la croissance, y compris dans le cas d'Italie. Et alors, en effet, à ce moment-là, il faut faire très attention, soit à dire qu'il faut la répudier, soit à dire qu'il faut de toute urgence consolider nos excédents primaires parce qu'il y aurait le feu dans la demeure. Je pense qu'en effet, la fin de ton raisonnement qui est de dire mais on est quand même tenu par des traités à 0,5, mais c'est ça qui ne va pas. On est tenu à atteindre un déficit de 0,5 parce qu'il y a des gens qui croient, comme toi visiblement, que la dette est un problème. La dette n'est pas un problème dans le contexte actuel de l'Europe où les taux d'intérêt sont non seulement faibles aujourd'hui, mais je donnais le coût de la dette à 30 ans pour la France est inférieur à 2%. C'est-à-dire les gens font confiance à Benoît, peut-être à tort, pour que la remontée des taux d'intérêt soit graduelle, elle accompagne la hausse éventuelle du taux d'inflation, donc d'une certaine manière, elle n'aura pas d'effet net sur le problème. On peut encore en parler, mais je crois vraiment que la dernière chose dont l'Europe a besoin aujourd'hui, c'est une crise de la dette qui viendrait nous ramener en 2007-2008 et nous remettre, là, pour le coup, à une remise à zéro, alors que il n'y a pas de problème, les marchés refinancent et que la croissance revient. Je crois qu'il faut beaucoup plus se concentrer en effet sur
la croissance que de se reprendre une crise financière dont, encore une fois, je pense qu'elle est très exagérée dans l'esprit, y compris les Allemands, qui pensent qu'il y a un problème. J'avais donné tout à l'heure 3 erreurs de fonctionnement, je n'en ai donné que 2. J'ai dit, la première erreur de fonctionnement, c'était la crise, 3 vices de fabrication. Le premier, et j'ai oublié le 3e qui était effectivement tourné contre Benoît et que cette discussion nous fait revenir. La 3e erreur de fabrication de la construction de la zone euro, c'est lié à ce point. C'est qu'on a fixé une cible d'inflation à 2% qui est trop basse. On a fixé une cible d'inflation à 2% qui est trop basse parce qu'elle ne nous permet pas de faire face à des chocs déflationnistes. Et ça, c'est ce que Blanchard avait dit. Il avait un peu poussé le bouchon pour vous provoquer en disant qu'il fallait 4%. Et le fond de son raisonnement est juste. D'où est sorti ce 2% ? On croyait qu'il n'y avait pas de problème pour le tenir autour de 2. On voit qu'effectivement, quand il y a un choc qui nous fait passer de 2 à 0, il nous manque un instrument très, très précieux. Et tout ce que la Banque centrale, courageusement, essaye de faire depuis 2 ou 3 ans, c'est de se donner des instruments qui permettent de corriger ce vice de fabrication. Si on était parti à 3, on aurait eu les moyens de baisser les taux d'intérêt pour accompagner la crise sans avoir à buter sur ce seuil de 0%. Et il y a vraiment un nombre maintenant croissant d'études en macroéconomie qui montrent que les raisons pour lesquelles les multiplicateurs sont plus forts dans les périodes actuelles que dans celles qu'on a connues auparavant, c'est toujours parce que, enfin, les cas où ça se produit, c'est toujours quand on bute sur cette contrainte des taux d'intérêt à 0, parce qu'on perd un instrument très, très puissant. Voilà. Merci Daniel. Je voulais poser une question. Enfin, rappelez, il me manque pour moi un acteur central dans tout ce débat. On a l'impression que la Banque centrale peut être puissante, elle l'est, et puis la politique budgétaire aussi. Il manque pour moi le progrès technique. C'est-à-dire que le progrès technique façonne quand même beaucoup des inégalités dans tous les pays. Les inégalités parce qu'on a un progrès technique biaisé, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais qui change structurellement toutes nos économies. Donc je crois aussi que la question du travail est liée fortement à ces questions de la polarisation. Donc je pense qu'on doit quand même remettre toutes ces questions-là. La crise en Europe était importante, bien sûr, mais je pense qu'on est dans un monde technologique particulier qui s'est ouvert il y a quelques années, depuis les années 80. Et je pense qu'il faut le rappeler. Et je veux dire, par rapport à ça, on n'a pas forcément tous les choix que nous offrent les politiques budgétaires, du travail et de la politique monétaire. Je pense qu'on doit s'adapter à ce monde de progrès technique ou le refuser. Qu'on peut refuser la mondialisation, la globalisation. Est-ce qu'on peut refuser ce monde du progrès technique biaisé? Et je pense qu'il faut le remettre quand même fortement dans le débat. Bonjour, Laurent Cheminot à l'AGFI, donc une question de journaliste, l'Agence économique et financière. Merci pour ce débat, il se passe beaucoup de choses en matière dans la volonté affichée de réformer l'Europe en ce moment. On a vu la Banque centrale européenne publier, je crois hier ou avant-hier, un rapport soulignant que l'intégration financière avait calé en 2000, je crois, alors curieusement daté de 2015. On aurait pensé que c'était plus tôt, mais en tout cas que l'intégration financière avait bel et bien calé et que le rapport indiquait qu'il y avait 2 leviers d'action éventuels. C'était celui de poursuivre la construction de l'Union européenne, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, ainsi que l'Union des marchés des capitaux, également en chantier. Il y a également d'autres choses qui se passent, mais cette fois au niveau des politiques, ce qui sans doute vous rassurera, Monsieur Querey, c'est qu'il y a un nouveau président en France qui a apparemment obtenu de Madame Merkel, obtenu peut-être de Berlin et peut-être aussi de Madrid, une volonté affichée d'aller de l'avant en matière de construction européenne ou en tout cas concernant la zone euro. Et on sait que notre président a en tête d'avoir un ministre de l'économie pour la zone euro, d'avoir peut-être un budget et également peut-être quelque chose qui serait un Parlement européen. Et j'en termine là, vous y faisiez allusion. Donc 2 questions. Est-ce que vous pensez que ce sont des projets qui sont des vœux pieux, comme on l'a déjà entendu dans le passé? Et est-ce que vous pensez que c'est par ces propositions-là que cette construction de la zone euro avancera, avec les enjeux que vous soulignez? Merci. On va prendre encore 2 ou 3 questions. Oui, Carlos Vinograd, une question pour Thomas et une question pour Daniel. Thomas, d'un côté, il y a un questionnement de ta part sur l'arrêt des politiques budgétaires expansionnistes, 2-3 ans après le début de la crise, et de notre côté, le besoin de restructurer la dette. C'est-à-dire que ce qu'on a l'air d'entendre, c'est qu'on aurait dû faire plus d'expansion budgétaire pour faire plus de restructuration de dette.
ça me semble difficile du point de vue de la politique économique de raisonner comme ça. Le deuxième élément, c'est que si la restructuration, on peut la faire par restructuration classique, rééchelonnement de dette, comme ça a été mentionné. Ça m'a étonné que ce soit déjà jugé par le représentant de la Banque centrale européenne. J'espère que les journalistes vont bien traiter ça. Mais si la restructuration est faite par liquéfaction des actifs, c'est-à-dire par inflation, ceci a aussi un fort effet redistributif qui n'est pas discuté dans ces mécanismes. L'inflation, on connaît, tous les études le montrent, c'est un des impôts les plus régressifs. Et ça n'a pas été mentionné dans cette voie de solution. L'autre chose, c'est qu'on a assez d'expérience dans l'histoire monétaire que c'est facile de rentrer dans des taux d'inflation supérieurs à 5, qui sont des taux entre 5 et 10 qui feraient la différence. Pour faire du 3% ou 3,5%, ça nous prendra de toute façon 25 ou 30 ans. On est dans le même problème. Mais on sait qu'on rentre facilement et qu'on sort très difficilement des régions inflationnistes. Il y a des pays qui ont des histoires qui ont commencé doucement après la guerre et ne sont plus sortis. On n'a pas de raison de supposer que tout va se passer comme entre 52 et 60. Donc je crois qu'il faut valoriser ce type de stratégie. Elle est beaucoup plus bifurcable qu'on a l'air de le penser. Pour Daniel, il est vrai que le Japon a 250% de dette. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il a le double que la France, que le Japon a montré depuis 25 ans une croissance très vertueuse. Ça nous montre que le firepower de l'endettement public a aussi ses limites. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on a vu une bifurcation entre les États-Unis et l'Europe. C'est peut-être parce que les facteurs type Total Factor Productivity ont des sources structurelles qui étaient déjà dans une situation différente. Et là, ça repose la question si c'est le code du travail, si c'est l'innovation, si c'est Californie, Silicon Valley. Et Daniel, peut-être les marchés, aujourd'hui, escomptent à ce taux. Mais toi et moi surtout, pour l'avoir vécu plusieurs fois, on sait que les retours de marché sont très très violents et que les bifurcations peuvent être colossales et les attaques spéculatives sortent. Les taux d'intérêt n'ont qu'une direction possible dans le futur. Donc c'est vers le haut, c'est plutôt pas vers le bas. Et si on doit escompter et il faudrait enquêter sur le discount rate, le principe de prudence. Non mais là on ne va pas le faire là. Donc, on va pas le faire. On fera une conférence sur le taux d'intérêt d'équilibre. Est-ce qu'on peut être tranquille parce que la dette, parce que R plus G est satisfait aujourd'hui? Oui, Hervé Bouillol, OCDE. C'est la dernière remarque de Daniel Cohen qui me fait rebondir sur une question en lien avec le sujet sur les inégalités. Imaginons qu'on ait en zone euro une cible, même si ce n'est pas une vraie cible, enfin un critère de 4% au lieu de 2%. Est-ce que nos intervenants pourraient nous dire quel impact ça aurait de manière tendancielle sur les inégalités? Merci. Alors. Moi, j'ai volé le micro. Voilà, je suis Marie Viennot, je suis journaliste à France Culture, mais ce n'est pas vraiment une question de journaliste que je veux poser, c'est plus une question théorique. Pour une chronique que j'ai faite, en fait, je me suis intéressée à la théorie du ruissellement. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une théorie, mais donc c'est cette idée que plus on fait grossir le gâteau, en fait, plus au bout d'un moment, les pauvres, enfin les gens qui sont dans les bas revenus pourront en profiter. Et en fait, cette théorie, si c'en est une, la question que je pose d'ailleurs, est-ce que c'en est une, n'est pas vraiment vérifiée dans les faits, puisqu'on voit qu'il y a la croissance qui est plutôt captée par les revenus supérieurs. Et même dernièrement, l'OCDE a montré que la croissance bénéficiait essentiellement, enfin plus aux ménages aisés qu'aux moins aisés. Donc d'abord, voilà, ma question c'est, est-ce que c'est une théorie, cette théorie du ruissellement, selon vous? Est-ce que vous l'enseignez? Et si ce n'est pas une théorie et qu'elle n'est pas enseignée, comment vous expliquez qu'elle ait autant de prégnance dans les discours politiques et dans les programmes économiques, puisqu'on nous dit régulièrement qu'il faut faire grossir le gâteau pour le partager? D'accord, merci beaucoup. Donc une dernière question au fond, sauf s'il y a une question féminine, à ce moment-là, il y aura un bonus. Oui, Fabrice Langlard, France Stratégie.
Vous avez parlé en fait sur cette question inégalité et politique monétaire. Vous avez beaucoup parlé du danger de l'endettement public. Je voudrais vous poser une question sur l'endettement privé. Qu'est-ce que vous pensez des thèses, par exemple, de Adair Turner, qui explique que l'un des gros dangers, c'est l'envolée de l'endettement privé, des agents privés non financiers vis-à-vis du système bancaire, qui se traduit en fait par non pas un surcroît d'investissement dans le système productif, mais dans l'immobilier et dans des bulles immobilières. Et de ce point de vue-là, ça induit quand même des gros changements de richesse, y compris en termes d'inégalité de richesse. Et de ce point de vue-là, est-ce que la politique monétaire ne doit pas surveiller ça également ? Merci. Donc, pas de questions féminines. Ah non, désolé. Donc, on va aller maintenant dans le sens inverse pour terminer cette session. Je vais donner la parole à Daniel en l'encadrant solidement. Avec le micro, comme ça tu m'encadreras mieux encore. Donc, juste un point donc, sur la question de Jean-Olivier au départ sur le progrès technique, l'ubérisation, c'était la troisième partie de ce que j'avais prévu de dire, donc je vais en parler très brièvement. Je disais, est-ce qu'il y a un trade-off entre chômage et inégalité, ou est-ce que tout simplement ce trade-off n'est rien d'autre que le reflet non pas d'un choix, mais d'une transformation du marché du travail. Bon, les théories de la polarisation, je crois qu'elles sont vraiment très intéressantes. Il n'y a pas de doute possible qu'on l'observe aux États-Unis. Il y a un débat sur la question de savoir si on l'observe en France. Il y a beaucoup de travaux économétriques qui le disent. Donc la polarisation, pour que tout le monde comprenne, c'est le fait qu'il y a un milieu de la distribution de revenus, les classes moyennes, qui sont en train de s'affaisser en termes d'emploi et de rémunération, et que les seuls qui s'en sortent, c'est le haut de la distribution de revenus qui s'en sortent en termes salariaux, de revenus, les fameux 1% que Thomas a contribué à mesurer, et puis le bas de la distribution de revenus où il n'y a pas de salaire mais il y a de l'emploi, et donc c'est d'une certaine manière la disparition de la classe moyenne qui fait partie des problèmes dont le néopopulisme dont je parlais tout à l'heure est tout à fait l'expression. En tout cas aux États-Unis, je crois qu'il n'y a pas de doute possible. C'est un peu plus compliqué dans le cas français. Il y avait des études de France Stratégie qui disaient que ce n'était pas vrai, que la classe moyenne ne disparaissait pas. En fait, quand on regarde les travaux de la DARES, il y a vraiment deux écoles. Il n'y a pas de polarisation quand on regarde tous les emplois, y compris l'industrie, mais quand on regarde les seuls emplois tertiaires, alors on voit en effet de la polarisation, c'est-à-dire qu'on voit que les emplois à la personne, les emplois fait évidemment partie du diagnostic général qu'on doit avoir. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit de la réforme souhaitable du marché du travail? Qu'est-ce que ça nous dit du process qui a été engagé sur le code du travail? On a eu un grand débat en France au cours du dernier quinquennat sur le CICE. Je voudrais prendre ça comme point de départ. Le point de départ du CICE, c'était les coûts sont trop élevés en France. À l'époque, d'ailleurs, quand c'était le rapport Gallois qu'il avait écrit, c'était dans l'idée que c'était les coûts dans l'industrie qui étaient trop élevés par rapport aux compétiteurs de l'industrie française, et qu'il fallait donc retrouver des marges et de la compétitivité en baissant les charges. Bon, finalement, ce débat a été un peu changé de nature. C'est pas dans l'industrie qu'on a baissé les coûts, qu'on a encouragé à l'innovation. C'est plutôt dans les emplois à bas salaire, au fond, en épousant un peu cette théorie de la polarisation. Je vais laisser les emplois. Cette autre question très importante. Comment se fait-il, et je regrette que Jean Pisani soit parti, parce que ça faisait partie d'un débat qu'il avait avec Henri Decastre au moment de la présidentielle, que je trouvais très éclairant. Henri Decastre voulait qu'on rajoute une couche de baisse de charges pour le secteur industriel pour retrouver de la compétitivité. Et Jean lui répondait, il serait peut-être temps que les entreprises françaises apprennent à tenir leurs coûts. Et en effet, la question très importante de ces 10 dernières années, si on fait le constat d'une perte de compétitivité des secteurs industriels français par rapport à leurs collègues allemands, c'est pourquoi ne parviennent-ils pas à tenir leurs coûts face à leurs compétiteurs, sachant que le SMIC n'est pas la question dans le secteur industriel, puisque la grosse majorité des emplois sont très supérieurs au SMIC dans ce secteur. C'est ça la question à laquelle il faut réfléchir, et il faut comprendre ce que la réforme du code du travail, du droit du travail, apporterait à cette question, puisque bien souvent, c'est ça qu'on a en tête. Il faut retrouver de la compétitivité, retrouver de la flexibilité, etc. Alors, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Je vais en suggérer une, un peu orthogonale à tous ces débats, mais qui est très important sur le débat général qu'on a sur les inégalités, la perception qu'on en a en France. Toujours dans le cadre de nos travaux liés à Le Pen, etc., il y a une étude qui a été faite par Elisabeth Besselet et Claudia Sénic, sur la question de savoir si le bonheur individuel des Français est indexé de quelle manière sur leur revenu individuel.
Vous savez tous qu'il y a une chose qui s'appelle le paradoxe d'Easterlin et qui montre, je crois, assez clairement, même s'il y a des révisionnistes, que sur la longue durée, il y a une faible corrélation entre le niveau d'augmentation du revenu général d'une population et le bien-être de cette population, puisque le revenu est en fait presque toujours relatif, on se compare aux autres, et c'est ça qui compte, s'enrichir soi, mais pas les autres, relativement aux autres. Au niveau individuel, il y a un gradient, il y a une dépendance du revenu, du bonheur individuel sur le revenu individuel, puisque toujours l'espoir de s'enrichir relativement aux autres. Ce que ces études ont montré, c'est que ce gradient individuel, qui encore une fois n'est pas vrai au niveau collectif, puisque dans le collectif tout finit par se dissoudre, ce gradient individuel, cette dépendance du bonheur individuel au revenu, au salaire individuel, il est très significativement plus ou moins élevé en France qu'ailleurs. On ne sait pas. On a envie de dire, les Français se fichent de l'argent, ce qui compte, c'est la qualité de la vie, donc c'est moins. C'est évidemment le contraire. Les Français ont une dépendance beaucoup plus marquée que les autres pays européens de leur bonheur individuel par rapport au salaire. Ça, c'est bizarre. D'abord, c'est bizarre parce que c'est pas vrai au niveau agrégé, mais ça, on le sait, parce que justement, le comportement individuel n'est pas le comportement agrégé, mais c'est bizarre dans la comparaison avec les autres pays. C'est l'une des traces que l'on peut trouver de la difficulté qu'ont les Français à vivre en société. Il faut du fric en France pour s'en sortir, parce que toutes les autres aménités de la vie sont moins disponibles en France que dans les autres pays. Je reviens, en tout cas c'est une des interprétations, je vois que Pierre-Yves fait la moue, c'est une des interprétations de ce résultat par les auteurs eux-mêmes. Maintenant, revenons à la question du coût du travail. Si, parce que j'ai besoin, parce que ce truc était indispensable. On sait qu'en France, et c'est le même raisonnement, on sait qu'en France, on achète la paix sociale autant qu'on peut avec des augmentations salariales. Il y a un tropisme français qui fait que l'absence de qualité à la discussion au sein des entreprises, à la qualité de la négociation sociale, fait que le recours au salaire est plus important pour régler les difficultés sociales que les autres. Donc, l'enjeu aujourd'hui pour la France, et je reprends ce rapport gallois, cette question des coûts, etc., c'est de retrouver impérativement, si on veut éviter ce trade-off inégalité-chômage dont je parlais tout à l'heure, de retrouver de la qualité du dialogue social qui permet de devenir, comme les pays qu'on prend en modèle, les pays scandinaves, avoir non pas une moindre dépendance par rapport au salaire, mais être capable de mieux internaliser ce que ça signifie pour la collectivité dans laquelle on vit, et notamment l'entreprise, que des augmentations de salaire. Je crois que c'est tout à fait l'enjeu, et on ne peut pas discuter de la réforme du droit du travail qui s'annonce sans avoir ça en tête. Il y a deux modèles pour la France aujourd'hui. L'un, c'est de dire il y a trop des négociations sociales, il faut s'aborder ce qu'il en reste pour pouvoir baisser les salaires. L'autre, c'est de dire nous avons une insuffisante internalisation par les acteurs du dialogue social de ce que ça signifie que ceci et cela dans le cadre d'une entreprise. Voilà. Merci Daniel. Alors, si vous pouvez être... Je suis désolée, mais le dérapage de l'un influence les autres. Donc vous avez toutes les autres questions et il faut répondre en très très peu de temps. D'accord. Bon, alors, donc, plus de discussions, moins d'ordonnances, plus de bonheur. Voilà, Daniel a tout dit. Alors, oui, alors, donc, très très rapidement. Progrès technique biaisé, Jean-Olivier, tu as complètement raison. C'est pour ça que je parle toujours d'investissement dans la formation. C'est-à-dire qu'avec la diminution de l'investissement dans la formation qu'on a eu au cours des 10 dernières années en France par étudiant, avec des budgets qui ne suivent même pas le nombre d'étudiants, comment peut-on se préparer au progrès technique biaisé? Donc je crois qu'il faut quand même en revenir aux faits et arrêter de se gargariser de mots sur l'économie de la connaissance, l'innovation, et regarder combien on investit là-dedans. Et donc c'est ça quand même le point de départ sur lequel je reviens tout le temps. Donc c'est parce que derrière tout ça, il y a le progrès technique, il y a la mondialisation. Il y a aussi des institutions de fixation des salaires qui ont changé, parce que c'est pas uniquement, tout ça ne vient pas uniquement du progrès technique. Une question sur l'intégration de la zone euro, ministre des Finances, budget, et pourquoi pas un Parlement? Alors effectivement, et pourquoi pas un Parlement? Parce que c'est très bien un ministre des Finances. On a un président de l'Eurogroupe actuellement. On peut l'appeler ministre des Finances, ça peut être la même personne, une autre personne. Mais à la fin des fins, c'est pas lui qui va voter le budget tout seul. La question, c'est devant qui il est responsable? Quelle est l'Assemblée qui vote un budget de la zone euro, qui vote un impôt commun sur les sociétés, qui prend ses responsabilités démocratiquement pour le rééchelonnement durable de la dette grecque ou d'autres pays d'Europe du Sud, dont Daniel ne veut pas parler, mais sauf que ça reviendra encore et toujours, parce qu'il faudra prendre des décisions. Et quelle sera l'Assemblée démocratique, légitime, qui prendra ces décisions? Et c'est là que je pense que le débat, on n'a pas, pendant cette campagne présidentielle, le débat n'a pas suffisamment avancé. Parce que
Si on regarde derrière les lignes ce qu'a l'air de proposer le nouveau président, où moi j'ai eu un débat avec Jean Pisani qui est parti, mais on a essayé de discuter de ces questions, il y a l'idée d'une sous-formation zone euro du Parlement européen, mais qui en fait ne serait pas vraiment décisionnelle. C'est-à-dire on continuerait d'avoir le Conseil des ministres des Finances de la zone euro, l'Eurogroupe, qui serait la vraie instance décisionnelle, sauf que cette instance, comme je disais tout à l'heure, n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'une personne représentant l'Allemagne contre une personne représentant la France contre une personne représentant la Grèce, ça fait de l'inertie, ça fait du blocage. Et je pense fondamentalement, donc la différence avec la proposition qu'on a fait dans ce traité de démocratisation de la zone euro, c'est de mettre en scène beaucoup plus fortement les députés nationaux, parce que finalement, il faut éviter justement de creuser l'écart entre de la démocratie nationale et la démocratie européenne. Et si on ne met pas au centre du jeu les députés nationaux, ce qui était la proposition aussi de Joschka Fischer dans son grand discours de Berlin sur la démocratisation de l'Europe en 2000, auquel la France n'a même pas daigné répondre, et on s'est retrouvé avec un traité constitutionnel européen en 2005 beaucoup plus conservateur que les propositions de Fischer, puisque c'était toujours une logique très intergouvernementale, qui est la logique actuelle, Conseil des ministres des Finances, Conseil des chefs d'État, règle de l'unanimité sur les questions fiscales. Donc il faut réouvrir ce débat et il ne faut pas avoir peur d'en parler, parce que trop souvent, dès qu'on parle de ces questions, de comment on organise le parlementarisme européen, les gens s'arrêtent d'écouter, s'arrêtent de parler, disent « oh là là, c'est trop technique », tout ça. Mais si on refuse de parler de ces questions, finalement, voilà, tous ceux qui n'ont pas besoin d'assemblée ou de démocratie pour défendre leurs intérêts, pour eux, ça ne posera pas de problème. Mais pour les citoyens européens qui, eux, ont besoin de s'organiser, de puissance publique, de démocratie, je pense que refuser ce débat, ça se fera finalement contre eux. J'espère qu'on va avancer. Je dirais juste que quand on dit... j'entendais quelqu'un qui disait est-ce que la théorie du ruissellement, c'est vrai, est-ce que simplement voilà, la création de nouvelles richesses va finir par redescendre sur les couches populaires, les classes moyennes, et tout ça va très bien se terminer. Là encore, malheureusement, la leçon de l'histoire qu'on peut tirer, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que si on part d'un niveau d'inégalité très bas, je ne sais pas, la Chine en 1978, sur laquelle j'ai travaillé récemment, le fait que les inégalités augmentent un peu pour avoir beaucoup plus de croissance qui bénéficie à tous, évidemment, tout le monde est d'accord. Après, la question, c'est où est-ce qu'on s'arrête ? Et est-ce qu'on pense que le marché, les forces de marché vont nous faire arrêter comme par enchantement, pile au bon niveau, avec la croissance optimale par tous ? Non, il n'y a absolument rien dans les expériences historiques qu'on a sous la main qui montrent ça. Donc on a besoin d'institutions démocratiques solides, d'un système institutionnel, système d'éducation, d'impôts progressifs, de gouvernance des entreprises avec un pouvoir plus partagé entre les salariés, les actionnaires, enfin tout un ensemble d'institutions complémentaires les unes des autres pour avoir une répartition plus sociale, plus équitable, plus durable des fruits de la croissance. Donc c'est ça le débat qu'on doit avoir aujourd'hui. Merci Thomas. Benoît, 2 minutes pour conclure. Oui, très, très rapidement. Sur le ministre des Finances de la zone euro, le Parlement de la zone euro, c'est des bonnes idées. Je voudrais mettre en garde contre une sorte de tentation française qui est de se perdre, de se noyer dans le mécano institutionnel. On est passionné par ces questions-là. Donc on se demande si le président de l'Eurogroupe doit être aussi le vice-président de la Commission ou le contraire, etc. Bon, les autres pays ne voient pas du tout ça comme ça. Quand on a cette même discussion avec un Allemand et même un Italien, un Espagnol, leur question c'est ça sert à quoi ? Que va faire ce budget ? Est-ce que c'est de l'investissement ? Est-ce que c'est de la stabilisation ? Si c'est de l'investissement, dans quel secteur ? Est-ce que c'est cohérent avec le plan Juncker, etc. Donc c'est des bons débats, mais je pense qu'il faut aussi les faire redescendre peut-être d'un étage de la stratosphère vers la couche atmosphérique si on veut que ce débat puisse se développer en Europe. Sur le Parlement de la zone euro, oui, il faut plus de légitimité démocratique. L'Eurogroupe tel qu'il l'est aujourd'hui, et c'est pas la faute des ministres, ils font fonctionner un système tel qu'il est. Effectivement, ça fonctionne pas bien, on le voit au nombre d'heures passées par les chefs d'État, les ministres à s'occuper de la Grèce, qui est pas raisonnable, vraiment pas raisonnable. Ça fonctionne pas bien, et d'une certaine manière, chaque ministre est responsable devant son Parlement national. Donc on a un système où le ministre allemand, M. Schäuble, quand il va à l'Eurogroupe, sa fonction objective, comme dirait un économiste, c'est que va penser le Bundestag. Donc je mettrai un petit bémol aussi sur le poids des parlements nationaux. Donc il faut trouver la bonne manière de les mettre ensemble ou avoir une... des droits de veto individuels voilà. Mais c'est le temps de parole de Benoît. Mais il faut pas replonger dans un système qui sera capturé par la combinaison ou le plus grand dénominateur commun des intérêts nationaux. C'est juste l'avertissement. Mais après, il faut trouver la bonne formule.
La dette, bon, je rassure Carlos Vinograd, la Banque Centrale Européenne n'est pas une prosélyte des restructurations de dette. Dans le cas de la Grèce, qui est un cas extrême, et parce qu'on a une responsabilité institutionnelle, puisqu'on nous demande notre avis dans le cas de la Grèce, dans le cadre des programmes du mécanisme européen de stabilité, on a dit qu'on avait des soucis sur la soutenabilité de la dette grecque et que ça nous paraissait très difficile, sous des hypothèses de croissance réalistes, que cette dette soit soutenable sans mesure de reprofilage. On le dit, on assume cette responsabilité. Je ne dirais pas ça d'aucun autre pays. Pour finir, les 2%, le débat 2% et 4%, c'est vraiment un débat, je pense, complètement inutile aujourd'hui, parce que, très intéressant, mais complètement inutile. Pourquoi ? Parce que on a déployé un arsenal considérable pour que l'inflation revienne vers 2%. On pense qu'elle va revenir vers 2%, mais c'est quand même long, difficile, compliqué, et pour toutes les raisons dont certaines ont été discutées. Donc, nous, notre priorité, c'est que l'inflation revienne vers 2%. Un des grands soucis, un des grands enjeux pour nous dans la politique monétaire aujourd'hui, c'est d'éviter que les anticipations d'inflation à long terme, celles qui sont importantes pour tous les agents économiques, restent ancrées, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'elles ne décrochent pas. Et je ne pense pas que susciter un débat pour savoir si le long terme doit passer de 2% à 4% aide les agents économiques à formuler leurs anticipations d'inflation. Nous, on préfère qu'elles sont bien ancrées à 2%, on préfère qu'elles restent là. Merci beaucoup, Benoît. Alors,